pouvez venir financer, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau du projet, éventuellement au niveau de la foncière du promoteur, si elle en a une, qui en général découle de la holding personnelle du promoteur. Au niveau des garanties, on peut avoir des garanties à quasiment tous les niveaux également. Donc, ça peut être une société de projet sœur, ça peut être la holding du promoteur dès lors que les fonds sont émis par une société financière à côté, parce que le garant ne peut pas être l'émetteur. Ça peut être pris sur la holding du promoteur, ça peut être pris sur la foncière. Et ces garanties peuvent être, on peut avoir des garanties à plusieurs niveaux. Hop. Ensuite, on va avoir plusieurs états du groupe, donc plusieurs états financiers du groupe. C'est ce qui va guider, ça va être un petit peu le fil rouge de toute notre présentation. Donc la première situation dans laquelle peut être un promoteur, c'est in bonis, c'est-à-dire que tout va bien. Donc l'émetteur ou l'actionnaire ou le groupe vont bien, ils ont des ressources financières disponibles et mobilisables. Il y a une deuxième étape où là ça va moins bien, c'est une zone grise, où l'émetteur ou l'actionnaire a des ressources financières qui diminuent. Il y a eu un mauvais copier-coller. Ah non, c'est n'a presque plus, pardon, c'est ça. C'est n'a presque plus de ressources financières disponibles et mobilisables. Donc là, on n'est pas encore en état de cessation des paiements, on est proche de l'état de cessation des paiements. Vous avez une troisième étape qui va être une phase amiable, donc qui va se matérialiser par une conciliation ou un mandat ad hoc, c'est-à-dire que l'émetteur de la dette va aller se positionner sous la protection du tribunal de commerce, donc c'est un premier niveau, où on va être accompagné d'un mandataire qui va accompagner les parties pour essayer de trouver des accords sur un arrangement au niveau de la dette et des créanciers. Et il y a un dernier niveau, qui sont la phase de procédure collective. Donc là, on est passé en redressement judiciaire. Donc là, le groupe est en état de cessation des paiements. La société n'a plus de ressources financières, elle n'est plus en autonomie. Et c'est du coup le dirigeant perd le contrôle et c'est l'administrateur judiciaire qui reprend la main. Et là, les niveaux d'échange et de négociation sont beaucoup plus contraints. En fait, on voit notre pouvoir de négociation. Plus la société va bien, plus notre pouvoir de négociation est fort. Plus la société est en difficulté, moins on a de pouvoir de négociation. Et une autre notion clé qui est vraiment importante, c'est la notion des déclencheurs. Donc le déclencheur, c'est ce qui va finalement venir mettre en défaut votre contrat obligataire et qui va nous permettre d'agir en justice. Tant que ces déclencheurs ne sont pas arrivés, on ne peut pas activer nos garanties. Donc c'est le non-respect d'une des clauses du contrat et la principale, évidemment, c'est l'échéance du contrat obligataire. Donc c'est la date de fin du contrat qui n'est pas respectée et c'est à ce moment-là seulement qu'on va pouvoir activer nos garanties. Donc là, on a fait une petite timeline avec les différentes zones. Donc la première, c'est la zone grise. Donc là, on est proche de l'état de cessation des paiements, mais on n'est pas encore en état de cessation des paiements. On l'est depuis 45 jours maximum. Là, le groupe est obligé d'aller se mettre sous la protection du tribunal de commerce. Sinon, après, ça devient du pénal pour le dirigeant. On a ensuite une phase amiable qui peut durer sous la conciliation entre 4 mois plus 1 mois et mandat ad hoc où là, il n'y a pas de délai, mais le délai en général est souvent dicté par la trésorerie. Du coup, ça dure entre 6 et 12 mois en général. Et enfin, la dernière phase, qui peut durer entre 3 et 5 ans, qui est une phase de recouvrement judiciaire, procédure collective. Donc là, on est vraiment en redressement, et souvent après, qui se traduit par une liquidation judiciaire. Le premier cas, du coup, c'est j'ai pas de déclencheur, mon déclencheur n'est pas encore activable,
Donc, par contre, je sens qu'effectivement, la situation se tend, et du coup, je commence à négocier, à essayer de trouver des solutions avec l'opérateur immobilier, pour identifier, d'autres dossiers ou d'autres garanties que je puisse prendre. Et quand par contre je passe en zone, rouge, donc, procédure collective, là ma garantie est gelée. Alors je lis en commentaire que beaucoup de plateformes, heu, n'agissent pas pendant les phases amiables. C'est effectivement, vrai, tout simplement parce que ça prend énormément de temps et de bande passante et d'énergie et que, bah, la plupart, beaucoup de plateformes, n'ont pas forcément les ressources nécessaires ou veulent pas les mettre à cet endroit-là. Donc nous, on fait un énorme travail, en zone grise, et notamment Anne-Laure et son pôle font un énorme travail, de suivi, heu, avec les promoteurs et on agit même avant cette phase grise, quand on identifie des signaux faibles, où on voit que les taux de commercialisation, par exemple, baissent de façon, importante. Là, on intensifie les échanges avec l'opérateur immobilier pour essayer de lui trouver des solutions. Donc ça peut être de l'aider dans sa stratégie de commercialisation, ça peut être de lui présenter des copromoteurs, ça peut être de lui faire du new cash, en allant s'adosser, sur un stock dur qu'il a pour lui faire une levée de fonds. Il y a plusieurs leviers qu'on peut activer et on travaille souvent activement dans ce sens-là pour, en même temps, l'aider à passer et à gagner du temps. On le verra tout à l'heure, cette importance de gagner du temps et en même temps pas mettre en risque nos investisseurs. Ensuite, il y a une phase où, les déclencheurs sont, OK, donc c'est-à-dire que, par exemple, bah, le délai est passé et du coup là, on peut réellement, commencer à activer, à mettre en œuvre nos garanties, heu, pour être prêt à appuyer sur le bouton au cas échéant. Donc il y a toute une phase amont de déclenchement de la garantie qui consiste, à solliciter des remboursements, à faire des recommandés et cetera, jusqu'à être prêt à appuyer sur le bouton. Donc, le promoteur aura, pas intérêt à passer ces lignes orange ou rouge, sinon il va lui-même se retrouver en grande difficulté. Il va se retrouver aussi en difficulté avec ses banquiers et les tiers, donc il ne veut pas forcément passer ces lignes orange ou rouge. C'est pour ça qu'on a un pouvoir de négociation qui reste intéressant dans cette période. C'est vraiment notre travail à nous, de vraiment, mettre beaucoup d'énergie pendant cette période-là et c'est vrai que, bah, peu le font parce que ça prend, énormément de temps. La phase du mandat ad hoc et de la conciliation sont des procédures, qui sont confidentielles. C'est pour ça aussi qu'on fait attention, aux communications qu'on fait, à nos investisseurs pendant cette période-là. Donc ça génère beaucoup de frustration et on en est conscient. En revanche, c'est important que tout ce qui soit mené ici, dans cette période, reste confidentiel parce qu'on ne connaît pas tous nos investisseurs de façon individuelle et on ne connaît pas surtout les relations qu'ils peuvent avoir avec d'autres créanciers, parce que souvent on n'est pas tout seul ici, il y a d'autres créanciers et on ne veut pas dévoiler notre stratégie aux autres créanciers ou à l'opérateur. Donc, comme je le disais, bah, il y a souvent il n'y a jamais qu'un seul créancier, il y a toujours plusieurs créanciers qui ont des dates d'échéance de contrat qui peuvent être très différentes et tout le monde n'a évidemment pas les mêmes intérêts et donc c'est à ce moment-là que c'est important d'être stratège pour essayer d'aller repousser cette ligne-là, tout en, trouvant des nouvelles garanties ou en trouvant des solutions, ou des solutions qui sont meilleures que les autres petits copains, pour essayer de sauvegarder nos investisseurs à nous, heu et de surtout pas aller dépasser cette ligne rouge derrière, qui là, nous enlève tout pouvoir d'action ou quasiment. Donc il y a une autre chose qui est importante à avoir dans le scope, c'est que dans les créanciers, bah, il peut y avoir des banques et les banques, elles ont souvent, même elles ont tout le temps des garanties réelles, type hypothèque de premier rang, qu'elles peuvent activer. Du coup, elles se disent: «Bah, si jamais je me retrouve en zone rouge, moi, à la limite, je m'en fiche, la procédure peut durer 3 à 5 ans, mais à la fin, je retrouverai mes billes puisque, j'ai une hypothèque sur le terrain et normalement ça couvrira ma dette». Heu, Avec le petit bémol que les banques ont, sur les projets, oula, c'est parti loin,
elles ont des GFA, donc des garanties financières d'achèvement sur les projets qu'elles ont financés. Et si elles emmènent le promoteur dans cette zone rouge et que le promoteur part en liquidation judiciaire, à ce moment-là, la banque devra finir le projet au titre de sa garantie financière d'achèvement. Donc ça ne l'arrange pas du tout parce qu'ils ne savent pas faire, ils ne sont pas outillés pour ça, ils ne sont pas équipés en staff pour faire ça. Et du coup, ça les fait réfléchir quand même à 2 fois pour éviter que le promoteur passe de la zone orange à la zone rouge. Après, on peut avoir toujours cette menace, parfois qu'on agiterait nous aussi peut-être, d'un créancier qui dit: «Moi je m'en fiche, le promoteur, l'opérateur immobilier a pas joué le jeu, il s'est trop foutu de moi, donc moi je l'assigne en redressement judiciaire», et il le fait basculer directement en zone rouge et du coup tout le monde est embarqué dans cette zone rouge. Alors je regarde s'il y a d'autres commentaires derrière. Difficulté de mettre en place la garantie quand la procédure collective est activée. Effectivement, quand la procédure collective est activée, on le verra plus tard, les garanties sont gelées. Je découvre que les mesures d'exécution des garanties sont systématiquement suspendues. Ça, effectivement, quand on passe dans cette phase rouge de phase de procédure collective, les garanties sont toutes gelées. Je vous le confirme. Pourquoi gagner du temps? L'idée, c'est de souvent quand le promoteur est en difficulté, c'est qu'il est dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il a moins d'actifs et il a plus de dettes. Donc ça veut dire que nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'arriver à l'état inverse, donc de lui laisser le temps de passer à l'étape B. Donc de retrouver plus d'actifs que de dettes. Comment ça peut être fait? Ça peut être fait par le système qu'on a vu tout à l'heure. Je vais vous le montrer différemment sur la notion de commercialisation et d'avancement de travaux. Plus un projet avance, plus le projet va se désendetter et potentiellement, plus je vais me retrouver avec plus d'actifs, plus de cash et moins de dettes. Donc ça, c'est vrai sur un projet, mais c'est vrai sur l'ensemble des projets d'un promoteur immobilier. Et une autre notion qui est importante, pourquoi gagner du temps? C'est parce que dans ce cas, dans cet exemple-ci, vous avez prêté à une structure de dette, qui est une filiale de l'holding de l'opérateur. Donc la garantie, du coup, elle n'est pas ici. Pardon, elle peut être ici. Et du coup, je vais avoir le temps d'activer mes garanties. Et souvent, ce qui se passe dans la réalité, c'est que celui-là, en fait, il se met en RJ. Donc c'est la holding de l'opérateur qui se met en redressement judiciaire. Mais je peux avoir très bien 2 autres sociétés sur lesquelles j'ai aussi des garanties, sociétés du groupe, qui sont, elles, in bonis. Et du coup, je vais pouvoir, malgré la RJ de l'opérateur, aller activer mes garanties sur la holding du dirigeant ou sur une société sœur de projet sur lesquelles j'aurais pris une garantie. Voilà, hop. Et une autre notion clé que je voulais vous présenter, c'est cette notion de... Alors, c'est pas là. Attends, il y a quelque chose qui a bougé là, non? Donc, une slide qui a disparu, c'est pas grave. Donc, il y a une notion de... Au niveau des garanties, il y en a certaines qui sont exécutoires et exécutables. Donc, quand elle est non exécutoire, ça veut dire qu'elle nécessite une action en justice pour pouvoir être activée. Donc, c'est notamment le cas des GAPD. Il y a des garanties qui sont exécutoires parce qu'elles sont notariées. Donc, c'est le cas, par exemple, d'une hypothèque notariée ou d'un contrat obligataire notarié.
Donc, dans ce cas-là, ça lui donne un pouvoir exécutoire et du coup, il ne nécessite pas d'action en justice pour être activé. Et après, il y a une notion d'exécutable qui peut être mise en œuvre en fonction des différents scénarios qu'on a vus tout à l'heure, zone grise, zone orange ou zone rouge. On verra que toutes les garanties ne sont pas logées à la même enseigne. Alors, l'efficacité des garanties en fonction des zones, ça c'est super important. Donc, j'ai ma GAPD, on a vu qu'elle était non exécutoire dans la plupart des cas. Alors, parfois, on a des GAPD notariés, mais c'est assez rare. Nous, on en a mis quelques-unes en place, mais très peu le font. Et après, donc là, dans la zone grise, toutes les garanties peuvent être activables. Là, il n'y a pas de problème. Après, dans la zone orange, elle est activable sur certaines conditions, mais en fait, finalement, si on l'active, on risque de passer en zone rouge, donc souvent, on ne le fait pas. Et quand on rentre en zone de conciliation, la partie adverse nous demande de ne pas l'activer, sinon il nous menace de passer même en RJ. Donc, on n'a pas forcément intérêt à le faire, donc on a intérêt à rester un petit peu dans cette zone de tampon pour négocier, et il en va même pour l'hypothèque. Au niveau de la fiducie, cette garantie, du coup, fiducie sûreté, elle est exécutoire et exécutable. Donc, et elle est activable dans toutes les zones évoquées. C'est là où on a un vrai avantage de la fiducie sûreté. On peut l'activer à tout moment, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je regarde un petit peu au niveau des commentaires, si j'en ai raté. Certaines plateformes ont tendance à gagner du temps en laissant l'opérateur faire des nouvelles levées, sachant qu'il est en grande difficulté dans une logique de fuite en avant, cavalerie. Effectivement, on a pu effectivement observer ce genre de pratique. Donc là, le danger, il est sur les plateformes qui mettent ces nouvelles opérations de levée de fonds sur leur plateforme. Pour les plateformes qui sont engagées déjà avec l'opérateur, si cet opérateur continue à faire des levées de fonds, finalement, c'est plutôt positif pour leurs investisseurs puisque l'argent est fongible et que du coup, une partie de l'argent levé sur des nouveaux projets pourrait servir à rembourser les dettes antérieures de l'opérateur immobilier qui peuvent être des fournisseurs ou des tiers et aussi des obligataires qui arriveraient à leur terme. Parce que le projet financier en question, lui, serait bloqué parce que par manque de commercialisation. Et du coup, l'opérateur recharge pour pas se retrouver justement dans cette zone-là. Donc, c'est effectivement très discutable pour les plateformes qui vont lancer des nouveaux projets, des nouvelles levées de fonds sur des opérateurs qui sont dans ces zones-là. Ça, c'est très discutable. Nous, on ne le fait pas. Mais effectivement, ça peut être bénéfique pour les obligataires qui étaient là avant, sur d'autres plateformes. Une autre notion de clé qui est importante, donc c'est les deux dernières phases de la procédure collective, le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire. Donc c'est cette situation liquidative qui va être déterminée par le liquidateur judiciaire, où la plupart du temps, on va se retrouver dans cette situation où on a des actifs qui sont inférieurs aux passifs exigibles, donc l'ensemble des dettes. Et du coup, cette somme qu'on a dessinée en vert ici va servir à rembourser les créanciers selon un ordre de privilèges en fonction des garanties données. Alors, il y a Eric qui dit « Je n'ai pas vu un seul projet où les garanties ont été exécutées ». Nous, on a pas mal d'exemples et on pourra en citer tout à l'heure. Donc la somme récupérée ici, elle va venir rembourser les créanciers dans cet ordre-là. Donc au début, les prioritaires, c'est les frais de justice. Ensuite, on a les super privilégiés, notamment les salaires sur les 6 derniers mois. L'État encore avec les dettes fiscales et sociales, les privilèges spéciaux, type hypothèque. Et après, les chirographaires, donc c'est l'ensemble des créanciers qui n'ont pas de garantie.
et les créances ensuite des associés actionnaires du groupe. On voit que plus on est bas dans l'échelle, moins on a de chances de récupérer les fonds. On voit ici, il n'y a plus d'argent. Et parfois, même il en manque même parfois pour venir rembourser ceux qui ont des privilèges type hypothèque. Donc une hypothèque est non activable dans les procédures collectives, mais redonne un rang aux créanciers une fois que les actifs sont liquidés. Donc là, on est vraiment dans ce cas ici, où le liquidateur a vendu l'ensemble des actifs, récupéré la somme, donc ça prend clairement entre 3 et 5 ans. Une fois qu'il a vendu les biens, il va récupérer cette somme et il va rembourser potentiellement toute ou partie des créanciers. Donc les premiers en général sont payés et ensuite ceux-là en général ne sont pas payés ou qu'en partie. Et la GAPD dans tout ça, parce qu'effectivement on voit qu'ici on n'a pas de GAPD dans le rang des créanciers. Donc là, on est dans cette phase in bonis ou zone grise. Ah, j'ai fait dans le mauvais sens. Donc on reprojette un exemple. J'ai investi dans une structure de dette où il y a plusieurs emprunts obligataires. J'ai une GAPD numéro 1 sur la holding opérationnelle du promoteur. Donc si j'active ma GAPD, je risque de propulser l'opérateur en zone rouge et en RJ. Donc après, si je décide de le faire, j'ai un risque qui passe en RJ, donc c'est un petit peu un coup de poker. Donc il y a vraiment deux écoles à ce moment de négociation quand on est dans cette zone grise. C'est soit j'essaie de gagner du temps pour négocier et me donner la chance de repérer pendant ce temps-là d'autres solutions, d'autres actifs sur lesquels je pourrais déporter des garanties et trouver des solutions. Soit j'ai la méthode agressive, que j'appelle coup de poker, menteur, où je vais dire, moi je te mets en énergie, et là ça met la pression du côté de l'opérateur, une pression très forte où il dit, soit je perds ma boîte, soit je trouve une solution X ou Y pour rembourser ce créancier. Mais si on sait qu'il n'en a pas parce qu'on connaît son environnement, on a plus de chances de perdre à activer qu'à essayer de gagner du temps pour essayer de trouver des solutions avec lui. Et après, il y a le deuxième cas de figure qui est meilleur, c'est de dire de ne pas avoir qu'une seule GAPD, mais d'en avoir une deuxième. Et là, en général, si la société ici part en RJ, je sais que celle-ci, en général, j'ai plus de temps pour aller activer mes garanties. Et potentiellement, il y a du patrimoine aussi à aller chercher, parce que la holding du dirigeant sera plus longtemps sauvegardée que la holding opérationnelle, qui elle peut partir beaucoup plus vite en RJ et LJ. Donc une GAPD ne donne pas de rang en cas de liquidation judiciaire du garant. La créance sera chirographaire. Ça, c'est important à avoir en tête. Et la fiducie dans tout ça. Alors la fiducie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre absolument tout ce qu'on veut en fiducie sûreté. Donc là, il y a quelques exemples. Donc ça peut être les titres d'une société ou ça peut être le stock détenu par une société. Donc c'est vrai sur une foncière patrimoniale, c'est vrai sur une société de projet au niveau des titres, au niveau des stocks. La grande différence avec les autres garanties, c'est qu'on a un transfert de propriété. On va avoir un transfert de propriété des titres ou des stocks dans une fiducie qui est matérialisée par un coffre-fort, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. L'actif est confié à un fiduciaire qui est un tiers de confiance, qui va être garant des actifs fiduciaires qu'on va lui confier, et qui derrière, si le contrat n'est pas respecté, il va activer la fiducie, c'est-à-dire qu'il va exécuter la feuille de route qui est prévue dès l'origine, céder les actifs et rembourser en priorité les investisseurs. Donc il y a un point de vigilance quand même, c'est que si jamais on fait une fiducie en zone orange, il faudra qu'elle soit enregistrée,
enfin en zone grise même, il faudrait qu'elle soit enregistrée par le tribunal de commerce pour s'assurer de sa validité, qu'elle ne soit pas remise en cause. C'est le seul cas potentiel d'une remise en cause, c'est quand une fiducie est faite en zone grise et que le tribunal finalement enfin, détecte que la société était en fait déjà en état de cessation des paiements, qu'elle aurait déjà dû passer en redressement judiciaire, et du coup, il peut venir invalider la fiducie sûreté. On est toujours extrêmement prudent quand on met en place des fiducies. Il y a un autre point qui peut être bloquant, sinon effectivement vous pourrez nous dire pourquoi vous ne le faites pas tout le temps. Et ben on ne le fait pas tout le temps parce que souvent ici il y a des banques qui sont interposées et qui ont des garanties de premier rang et qui vont pas vouloir que nous on vienne prendre un titre ou des stocks sur lesquels eux-mêmes ont déjà une garantie de premier rang. Je regarde un petit peu au niveau des commentaires. L'envoi du replay est prévu. Oui. Ok. Je vais zoomer un peu. Hop là. Et du coup, on va passer aux exemples et je vais passer la main à Anna. Merci Yann, bonjour à tous. On va essayer d'illustrer les propos de Yann avec des cas concrets qu'on a eu chez Monego dans toutes les zones. Prenons d'abord l'exemple de la zone grise avec un exemple de financement de fonds propres d'une opération de promotion immobilière. Le financement est intervenu sur la holding opérationnelle de l'opérateur et la garantie c'était la GAPD de la holding, la GAPD sur la holding du dirigeant qui détenait la holding opérationnelle. Quel a été le fait générateur? Le remboursement n'est pas intervenu à la date d'échéance prorogée. On avait une demande de prorogation en bonne et due forme. Le remboursement n'est pas intervenu. Il y a eu quelques tensions avec l'opérateur qui répondait beaucoup moins à nos questions. Et là, on a mis en place un certain nombre d'actions qui ont consisté tout d'abord à mettre en demeure le débiteur, donc la holding opérationnelle. Le délai en général et en fonction des contrats est de 8 à 15 jours avant de pouvoir mettre en demeure la GAPD du dirigeant. Et cela prend également une quinzaine de jours maximum. Ces mises en demeure n'ont pas eu d'effet, donc on a demandé par l'intermédiaire de nos conseils au tribunal des affaires économiques une ordonnance pour pouvoir saisir des comptes. Alors, parfois les saisies sont infructueuses. Dans ce cas présent, les saisies ont été fructueuses. Mais cependant, je précise que ces saisies sont des saisies conservatoires et pas attribution, et donc qui mènent à deux solutions possibles, soit des négociations amiables avec l'opérateur pour justement éviter une zone rouge, de tomber dans une zone quasiment rouge sans passer par la zone orange, soit il y a une procédure qui nous permet d'avoir une saisie attribution, mais qui nous prolongerait assez vite dans une zone de redressement judiciaire, puisque c'est une procédure longue et qui bloque tous les fonds et qui ne permettrait pas finalement de trouver la solution. Dans le cas présent, le résultat de ces actions qui ont été faites en zone grise ont abouti finalement à des remboursements partiels et à la mise en place d'échéanciers avec des garanties complémentaires. Donc la négociation à l'amiable a abouti. Du côté obligataire, ça signifie qu'il faut plus de temps, mais qu'on a renforcé finalement les garanties pour pouvoir arriver à notre but ultime qui est le remboursement de l'obligation. Donc oui, j'ai vu certaines questions sur nos actions en zone grise. Oui, on agit en zone grise et plus on agit vite, finalement, plus on a de résultats. Plus on a de chance finalement d'avoir le temps nécessaire de mettre toutes ces actions en œuvre. Parce que là, si elles sont effectivement exposées rapidement sur une slide, dans la réalité, c'est
des dizaines, voire des centaines d'heures d'échanges avec l'opérateur immobilier, avec nos avocats, avec les conseils de l'opérateur pour arriver à ces solutions qui sont pas du tout servies sur un plateau. Donc c'est vraiment un engagement quasiment hebdomadaire quand on rentre là-dedans, quoi. Enfin, c'est totalement hebdomadaire. On a deux exemples en zone orange. Un premier exemple où on a financé finalement une société de projet qui ne portait plus qu'un seul projet avec un financement de fonds propres et un financement bancaire. Les garanties qui avaient été prises, c'était une promesse d'affectation hypothécaire sur l'actif. Donc ça, ce n'est pas un titre exécutoire, vous le verrez. Une GAPD de la holding du dirigeant et une caution personnelle des dirigeants. On est passé en zone grise dans un premier temps, puisque le remboursement n'est pas intervenu à l'échéance de l'emprunt obligataire. À ce moment-là, on a décidé de convertir la promesse d'affectation hypothécaire en hypothèque de deuxième rang derrière la banque. Donc ça, c'est une action finalement qu'on a très vite menée pour pouvoir solidifier nos garanties. Et en parallèle, on a mis en demeure, comme précédemment, le débiteur puis la GAPD de payer. Juste un petit mot là-dessus, juste un petit mot à ce niveau-là, peut-être Anne-Laure, c'est-à-dire pourquoi on est parti sur une promesse et qu'on n'est pas parti directement sur une hypothèque de second rang, parce que l'hypothèque de second rang a un coût beaucoup plus élevé que la promesse et que c'est de la négociation aussi à l'entrée, c'est-à-dire que quand on source des dossiers, on est dans des environnements qui sont concurrentiels, donc on n'est pas les seuls à faire des obligations pour venir financer des projets immobiliers. Donc là déjà, quand on voit qu'on arrive à avoir positionné 3 niveaux de garantie sur 3 étages, ça c'est déjà un travail très important de convaincre finalement l'opérateur du bien fondé de ces garanties. Et derrière, du coup, il y a une négo qui se fait. Et souvent, l'opérateur nous dit, bon, bah, très bien, j'accepte toute ta ribambelle de garantie, mais on part sur une promesse, comme ça ne me coûte pas trop cher tout de suite. Et si jamais, effectivement, vous devrez la convertir, vous la convertissez, mais au début, on part sur une promesse, quoi. Tout à fait. Et la chance qu'on a eue quand même dans ce dossier, dans cet exemple, c'est qu'en fait, il y avait deux créanciers principaux qui étaient la banque et nous. On a converti effectivement notre hypothèque de deuxième rang en deuxième rang. Et là, des négociations, notamment avec le créancier de premier rang, ont été assez longues, puisque la banque a dû, l'histoire dit que les actifs ont été vendus, mais après, pour autoriser la vente, il fallait que le créancier de premier rang, donc la banque, autorise le remboursement à un certain niveau et que nous, finalement, on se rembourse également. Donc ça a été des échanges assez longs avec sous l'égide du conciliateur avec le client et le créancier de premier rang pour que le créancier abandonne une partie de ses intérêts, que nous, on négocie et qu'on protège le capital des investisseurs. Par contre, cette opération s'est soldée par un non-paiement des intérêts et un abandon des intérêts, puisque les actifs ont été vendus avec un prix assez inférieur à ce qui était prévu initialement. Ça, là, finalement, la banque a préféré aussi négocier, c'est-à-dire que la banque a préféré aussi abandonner un bout de sa créance également pour être payé plus rapidement, sinon passer en zone rouge. Et là, on était parti pour 3 à 5 ans. Du coup, elle a préféré ne pas activer son hypothèque de premier rang, être payé immédiatement, donc négocier avec l'opérateur, mais aussi avec nous. Et du coup, c'est parce qu'on connaissait bien aussi tous les interlocuteurs autour de la table qu'on a réussi à obtenir ce deal qui était plutôt très bon, malgré tout. Avec effectivement une conscience que les actifs partaient aux enchères et que finalement, on était tous perdants à mettre les actifs aux enchères et que le montage intelligent, c'était avoir renoncé à une partie des intérêts ou à la totalité des intérêts pour recouvrer le capital.
On a un deuxième... On a une question sur le montant, le coût d'une hypothèque. Le coût d'une hypothèque, c'est 1,60, enfin, entre 1,60 et 2% en fonction du montant. Et le coût de la fiducie, il y a deux types de fiducie, en tout cas sur lesquelles nous on travaille. Une fiducie sur titre, qui est moins coûteuse, voilà, parce qu'en fait, il y a pas d'actif et pas de passage forcément chez le notaire. Par contre, la fiducie sur les actifs est extrêmement élevée, puisqu'il y a un vrai transfert de propriété et un acte notarié avec toute la publicité foncière et toutes les taxes afférentes. Donc, quand tu dis 1,6 à 2%, c'est du montant de? Du montant de la garantie. Donc, si par exemple vous prêtez 1 million d'euros, c'est 1,6 à 2% de 10 millions d'euros. J'ai un deuxième exemple en zone orange. Là, le montage est complexe, était plus complexe. En effet, on a une seule structure de dette qui porte plusieurs projets. Donc, on a plusieurs projets, plusieurs créanciers bancaires, plusieurs créanciers obligataires. Donc cet exemple est même pas passé en zone grise. On est rapidement parti en mandat ad hoc puisqu'on a prêté sur cette structure de dette avec une GAPD de la holding des dirigeants. Du coup, voilà, il y a eu une ouverture d'un mandat ad hoc avec des négociations bilatérales, donc une volonté quand même de l'opérateur et de ses conseils et du mandataire de trouver une solution. Et cette solution a été trouvée avec un échéancier de paiement sur 24 mois, mais un abandon des intérêts, puisque les plans de trésorerie proposés et avec la remontée des marges et des honoraires d'opération ne permettaient plus d'assurer les intérêts des créanciers. Donc ça, c'est une solution qui est en place. On voit un peu la limite quand on est dans une structure avec un nombre important de créanciers, où finalement la différenciation est est moindre et plus difficile à faire et les intérêts sont mêlés. D'ailleurs, on peut pas la faire parce que finalement, il y a une obligation juridique où tous les créanciers doivent être traités sur un pied d'égalité. Du coup, on n'arrive pas forcément à créer de différenciation. Et dans ce cas-là, effectivement, on est souvent décorrélé. C'est là où il faut aussi qu'on l'explique, c'est que on finance des projets et on a un sous-jacent et on trace les fonds jusqu'à nos projets. Quand on est dans ces procédures, quand on rentre en procédure, le mandataire souvent nous décorrèle des projets. Et ça, c'est un peu la difficulté. Exemple en zone rouge. En zone rouge, là, dans ce cas présent, on est passé également sur toutes les phases, hein, une zone grise, une zone orange, une zone rouge. On avait financé une opération avec d'autres créanciers aussi. Enfin là, on était sur une structure avec plusieurs opérations, plusieurs créanciers, et on a positionné l'emprunt obligataire à ce niveau-là avec la GAPD des dirigeants. Donc, on est passé sur une phase assez rapidement de redressement judiciaire pendant laquelle les garanties ont été gelées. Donc, on a actionné avant, c'était au préalable du redressement judiciaire, on a mis en demeure le débiteur, la GAPD, de recouvrer et de payer ce qui n'a pas eu d'effet au de couvrir le redressement judiciaire. Là, on a essayé de rester corrélé à l'opération. On a eu 6 mois de discussion assez âpres avec tous les organes de la procédure pour rester corrélé à l'opération, c'est-à-dire que l'opération avait été vendue, c'était une question de délai, et on essayait quand même de se faire rembourser sur l'issue de cette opération. Les organes de la procédure ont refusé le montage assez classique puisqu'on était chirographaire, comme le disait Yann,
auparavant. Donc, on n'a pas pu se faire rembourser sur cette opération et le produit de l'opération a permis de servir les créanciers privilégiés. Mais cependant, on a trouvé une autre solution à force de négociation. On a pu finalement déplacer nos garanties sur une autre société qui était Inbonis et en prenant un sous-jacent sur une autre opération. On a vraiment déplacé l'emprunt obligataire sur une autre opération et en renforçant nos garanties, puisqu'on a pu prendre des hypothèques sur cette opération et conserver les GAPD des holdings. Ça, c'est Ça veut dire que pourquoi ils ont accepté du coup? Ils ont accepté parce qu'on avait mis quand même en jeu la GAPD qui souhaitait quand même conserver. C'est des gens préserver. Vous voulez préserver leur holding aussi. Préserver leur holding. Et c'est des gens avec qui on travaille depuis longue date et on a su aussi, au bout de 12 à 18 mois, trouver la bonne solution. La zone noire, donc encore une fois, c'est une société, là, dans notre exemple, qui est passée par toutes les zones avec des discussions avec les créanciers longues. Là, on a financé une opération de promotion immobilière. On était sur la holding opérationnelle avec une GAPD de la holding du dirigeant. Donc, on a eu de longs process de négociation pendant les périodes de conciliation. Et là, l'ensemble des créanciers ne se sont pas mis d'accord pour accepter un échéancier de paiement, ce qui a poussé la société directement en liquidation judiciaire et ce qui a poussé également la holding du dirigeant en liquidation judiciaire. La complexité dans ce cas-là, c'est qu'on tombe dans la masse des chirographaires, donc dans la masse des créanciers. Et on peut repartir là sur les schémas qui avaient été présentés préalablement avec des actifs où on n'a pas le temps finalement de faire grandir la valeur des actifs pour recouvrer le plus possible de passifs. Donc aujourd'hui, à ce stade-là, quand on est en liquidation judiciaire sur les deux structures que sont la société débitrice et la société garante, on fait une déclaration de créance. On attend la réalisation de la procédure de liquidation qui peut être très longue pour voir si on a des chances de recouvrer en fonction des actifs et des passifs déclarés. Là, on estime quand même le taux de recouvrement extrêmement faible quand on rentre dans ce cadre-là sur des sociétés de promotion immobilière. Et en fait, c'est pour ça, il y a une question en introduction d'un des participants qui demandait, ou c'était même avant, en amont du webinaire, pourquoi en fait il y a aussi peu de défauts affichés, de pertes affichées. C'est parce qu'en fait, la plupart des plateformes, quand il y a des dossiers en LJ, ils les laissent dans la case procédure collective. Et c'est qu'une fois seulement que la liquidation est définitive qu'ils vont l'afficher en perte. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut prendre entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire que entre 3 et 5 ans, finalement, les problèmes sont sous le tapis et on n'affiche pas, ils les affichent pas d'un point de vue marketing, les pertes. Et quand vous avez des dossiers, des dizaines de millions d'euros qui sont en liquidation judiciaire, il y a peu de chances, il y a des chances qu'une grande partie soit malheureusement perdue. Il y a une question sur la fiducie. Ouais. Et sur l'hypothèque, sur la prise d'une fiducie ou d'une hypothèque qui perdurerait dans le temps pour éviter les frais. Il faut voir que chaque garantie, à chaque fois qu'on met en place un emprunt obligataire, il y a une garantie qui lui est propre. Donc à chaque fois, même si on peut faire de la fiducie rechargeable, cela génère de nouveaux coûts. Donc c'est pas forcément possible. Ça serait possible en financement, dans un financement bancaire revolving, donc réutilisable. Mais dans le cas présent, ce n'est pas possible.
En synthèse, si on doit retenir des éléments clés, en tout cas pour vos investissements, plus vous avez de garanties à différents étages dans l'organigramme du promoteur immobilier qu'on vous a présenté, plus vous serez en bonne position pour négocier, ou plus les plateformes seront en bonne position pour négocier avec les opérateurs. Donc c'est un critère qui est vraiment important à prendre en compte quand vous investissez. À partir de la zone orange, l'objectif normalement d'une plateforme qui fait son travail, c'est de gagner du temps, et c'est pour ça qu'on va accorder des standstills, souvent les plus courts possibles, pour finalement maintenir cette pression en permanence et, et trouver des zones de négociation pour affiner nos stratégies. Mais c'est effectivement beaucoup d'énergie, beaucoup de frais financiers, beaucoup de dépenses d'avocats aussi pendant ces périodes à dépenser. L'hypothèque, on l'a vu, elle n'est pas actionnable en zone rouge, mais elle confère un droit prioritaire dans les rangs des créanciers une fois que le liquidateur a vendu les actifs et va distribuer les sommes liées à la vente des actifs. Donc on a une chance de retrouver un bout du capital lorsque on est en liquidation judiciaire, mais qu'on a une hypothèque. GAPD, on l'a vu, elle n'est pas actionnable en zone rouge. Elle peut être un bon levier de négociation si on les positionne au bon endroit. Donc on l'a vu, souvent ne pas avoir qu'une seule GAPD, mais plusieurs GAPD à plusieurs endroits pour pouvoir faire jouer les différents négociations au niveau du groupe. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Elle ne confère pas de rang, en revanche, en bout de course, si on part en liquidation judiciaire, et on sera qui aura faire dans le panier avec les autres. La fiducie, garantie absolue, donc elle fonctionne dans tous les cas, elle est exécutoire et elle est exécutable dès lors qu'une des conditions du contrat n'est pas respectée. Ça vraiment, c'est à retenir. On utilise de plus en plus de fiducie en ce qui nous concerne. Dès qu'on peut le faire, on le fait. Voilà. Nous, notre lecture en tout cas de la situation actuelle, c'est que c'est plutôt positif, enfin, c'est courageux en tout cas d'afficher des pertes aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'on va à la négociation et qu'on n'attend pas de laisser les choses pourrir sous le tapis pour les ressortir dans 3 à 5 ans quand les gens auront peut-être oublié. Nous, on préfère, et si on attend 3 à 5 ans, on a vu que les chances de recouvrement étaient plus faibles que si on agissait aujourd'hui. Donc, on préfère négocier tant qu'on peut aujourd'hui, dès quand c'est encore possible, quitte à abandonner une partie des intérêts, quitte à abandonner une partie du capital, mais maximiser les chances de recouvrement du plus possible dans cette période-là. Je regarde s'il y a des questions au passage. Anne-Laure, si tu peux me faire le fil. Je te fais le fil. J'étais sur... Pourrait-on imaginer que les plateformes... Bon, je passe à la suivante et tu me synthétiseras la question. Une question sur la compensation de créances. En fait, peut-on imaginer que la plateforme obtienne un remboursement de créances en nature, quitte à constituer une société dédiée? C'est imaginable, mais encore une fois, c'est imaginable pas dans toutes les zones. C'est imaginable quand on est encore en zone grise, mais quand on tombe dans la masse des créanciers, c'est plus difficilement envisageable de réaliser une compensation de créances. C'est même plutôt en zone verte, parce qu'en zone grise, l'opérateur a un risque, parce que, encore une fois, le tribunal peut avancer la date de la cessation des paiements, et dans ce cas-là, il se met en risque d'un point de vue pénal. Donc, le dirigeant ne va pas avoir tendance à privilégier, et ses conseils ne vont pas privilégier ce genre d'arbitrage à ce moment-là, en tout cas. Donc, Kemonego, dans tout ça, comment on voit l'avenir? Donc, nous, on va rester sur notre ligne initiale qui est de privilégier la qualité à la quantité. Donc, on voit notre track record qu'on vous a présenté au départ. Favoriser des opérations et des garanties réelles, que ce soit type hypothèque de premier rang. Donc, des dossiers de refinancement de stock. Là, il y en a en cours qui est en train de se terminer sur notre plateforme. Financer aussi des projets sans banque, parce que ça va nous permettre d'être en premier rang, donc de prendre les garanties que prenaient historiquement les banques. Donc, de plus en plus d'acteurs aujourd'hui
se tournent vers des solutions unitranches parce que les banques délivrent de moins en moins de crédits, sont extrêmement frileuses dans la période. Et donc, on peut se positionner sur des dossiers comme ça dès lors que les dossiers sont bien achetés. Effectivement, la période est favorable à faire des plus-values à l'achat. On peut accompagner ce genre de dossier, développer nos propres opérations en marchand de biens avec des coopérateurs, notamment dans des dossiers de rénovation. Là, effectivement, encore une fois, si on achète bien, le risque est moins important et en ce moment, il y a des opportunités à l'achat. Proposer des dossiers en immobilier fractionné avec des fiducies. Donc là, pour rappel, c'est l'achat à plusieurs d'un bien immobilier qui est loué. Donc c'est tous les achats, c'est tous les avantages de l'immobilier locatif sans les inconvénients. Vous ne détenez pas en direct l'actif immobilier, donc c'est hors de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière. Et vous pouvez aussi le loger dans votre PEA-PME, donc sur l'ensemble de nos solutions. Et poursuivre le déploiement d'une nouvelle activité qu'on a lancée, on a fait déjà plus de 5 millions de levées de fonds sur cette thématique, sur des dossiers en restructuring. Donc ici, on accompagne des sociétés, tout secteur d'activité qui sont pour le coup plutôt en zone grise ou en zone orange, et on va les accompagner parce qu'elles ont de l'immobilier et que les acteurs traditionnels du financement ne savent pas traiter l'immobilier dans ces cas de figure. Nous, on vient ici capitaliser sur l'expertise qu'on a acquis sur les 2 dernières années et du coup, et notre savoir-faire immobilier qu'on a depuis 20 ans. Et du coup, on vient associer les deux sur cette famille de projets qui sont en général des projets très intéressants puisqu'on a des niveaux de couverture très forts. On va prêter 1 million quand on a un actif immobilier qui a été évalué par un expert indépendant en 2 millions. On voit qu'on a des taux de couverture extrêmement confortables. Ça veut dire que si demain on doit vendre l'actif immobilier qui est valorisé 2 pour venir rembourser 1 de capital, on peut appliquer des décotes, des remises importantes sur le prix de l'actif pour le rendre liquide et se rembourser rapidement avec un taux de risque faible de perte en capital. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un impact évidemment sociétal qui est fort puisqu'on contribue à sauvegarder l'emploi. Vous avez vu passer sur la plateforme récemment le dossier Ovive qui ont intervenu et ça a permis au groupe de restructurer sa dette et de sauvegarder en tout cas 170 emplois en région. Donc c'était vraiment intéressant et pour toutes les parties. Et puis évidemment, faire grandir notre communauté d'investisseurs grâce à la pédagogie et la transparence. Ça, c'est vraiment une de nos valeurs aujourd'hui importantes qu'on a inscrites au niveau de Monego. Tu as une question, Yann, sur l'investissement immobilier. Est-il plus sûr? L'investissement immobilier fractionné, est-il plus sûr? En fait, dès lors que vous achetez bien et que, alors plus sûr que quoi, si je peux préciser la question. Je pense que c'est par rapport au financement des opérations de promotion. Par rapport aux opérations de promotion, oui, évidemment, puisqu'il n'y a pas de banque. Donc, en tout cas, nous, les opérations qu'on proposera en fractionné, il n'y aura pas de banque en premier rang. Et du coup, nos investisseurs sont vraiment collés à leur actif. Ça veut dire que si demain, on doit vendre l'actif, 100% de ce qu'on aura touché viendra rembourser en priorité les investisseurs. Et l'idée sur l'immobilier fractionné, c'est évidemment d'aller chercher des bonnes affaires, donc d'aller se positionner à l'achat sur des biens décotés. Donc dès lors qu'on peut acheter à des prix inférieurs au marché, qu'on est en capacité de le porter 3 à 5 ans sans crédit bancaire à rembourser, on peut espérer faire une plus-value et récupérer des loyers entre-temps. C'est-à-dire que le locataire va verser les loyers servent à payer l'intérêt obligataire et au bout de 3 à 5 ans, l'objectif étant de vendre avec une plus-value. Sachant que si on a acheté décoté au départ, on a une chance plus importante de faire une plus-value à la fin. Et en tout cas, on a moins de chances de perdre de capital à la sortie. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
certaines personnes veulent revenir sur des slides peut-être sur lesquels on serait passé trop vite. Donc, merci Emmanuel pour votre commentaire. Merci Frédéric également. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire quasiment dans les temps. Voilà, un grand merci à vous. Rendez-vous sur Monego. Si vous avez des questions, l'équipe est disponible pour vous répondre. Tous nos LinkedIn sont ouverts, nos mails, contacts, et puis mon mail est disponible sur beaucoup de supports, mon mail personnel. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions et des besoins. On y répondra. Une dernière question. Alors, c'était quoi, voir 12h, 12h28. Quelqu'un peut m'aider? Est-ce une bonne chose qu'un projet soit aussi financé par une banque? Elle a une hypothèque de premier rang et ce n'est pas bon pour nous, investisseurs. Mais à l'opposé, il y a la GFA qui peut terminer le projet. Mais à l'opposé, il y a la GFA qui permet de terminer le projet. Ouais, alors aujourd'hui, c'est toujours plus confortable finalement de ne pas avoir de banque et d'être en premier rang et d'avoir une garantie de premier rang, une garantie réelle. Donc ça, dans ce cadre-là, la réponse est oui, il vaut mieux avoir un projet sans banque. Effectivement, dans certains cas, et notamment dans l'immobilier neuf, on a besoin d'avoir une garantie financière d'achèvement, mais ce n'est pas le cas dans toutes les typologies d'opérations. Dès lors qu'on n'est pas dans du neuf, on n'a pas besoin d'avoir une garantie financière d'achèvement. Et aujourd'hui, il existe, enfin depuis toujours d'ailleurs, il existe des garanties déportées, assurantielles, donc qui ne sont pas des garanties bancaires et qui ont exactement le même objet, donc ce sont des garanties financières d'achèvement, mais qui sont délivrées par des assurances, des compagnies d'assurance, et non pas par des banques. Donc de plus en plus, on voit des opérateurs qui viennent chercher des financements comme les nôtres, alternatifs, en unitranche, donc sans banque, et qui vont derrière à côté chercher une GFA assurantielle. Donc ça se développe de plus en plus. Eh ben, merci à tous pour votre présence. On vous envoie le replay sur vos emails et on reste à votre disposition. Merci. Au revoir.